Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo, et bienvenue pour ce Top Flop Cinéma 2018. Un mot d'introduction pour commencer. 2018 a certainement été pour moi la pire année cinématographique de ma vie entière, et je ne plaisante pas. Je n'exagère pas en disant ça, c'est une catastrophe, c'est l'hécatombe. Le niveau n'a jamais été aussi bas. Ça fait des années, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent en live, que je vous dis que d'année en année, c'est de pire en pire. Mais là, 2018, j'ai lutté pour vous trouver les meilleurs films de cette année. Et sachez bien, notez bien ceci, dans les tops que je vais vous conseiller, il n'y a aucun film que je considère comme un pur chef-d'œuvre, comme une révolution, comme un top film. Vous voyez, c'est-à-dire que dans 5-10 ans, quand je me rappellerai de 2018, il n'y aura aucun film qui fera partie de ma sélection ultime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dramatique. Normalement, il y a toujours un ou deux films qui se démarquent, qui surnagent de cet océan de merde. Cette année, je ne dis pas qu'il y a eu que de la bouse, mais il n'y a pas eu de top chef-d'œuvre. Voilà. Donc j'ai lutté pour trouver le top du top. Le top 1 est quand même très méritant, mais c'est pas non plus le chef-d'œuvre ultime. Vous verrez. Et ce qui est terrible, c'est qu'en flop, j'ai mis beaucoup de films. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de films dans mon flop que dans mon top. Vous verrez, je me suis éclaté. Bref, juste un mot pour évacuer ma frustration avec le cinéma. Là, je vais parler en termes généraux. Je ne vais pas juste parler du cinéma français. Je ferai une parenthèse après sur le cinéma français. Mais un mot d'ordre général. Un truc qui me frustre, moi, personnellement. Je ne comprends pas. Et ce n'est pas de la jalousie, hein. C'est pas une envie que j'ai par rapport à certaines personnes qui arrivent à faire des films. Mais je ne comprends pas comment il y a autant de producteurs dans le monde entier, qui octroient des budgets même minables, jusqu'à des budgets pharaoniques, pour des films, pour des sujets qui d'avance sentent le caca, sentent la merde. Ça, je ne comprends pas. Comment t'as des mecs qui lisent le synopsis, ils voient à peu près l'équipe qu'ils vont mettre en place, et comment ils se disent « Bon bah je vais donner le budget, c'est bon, feu vert, vous inquiétez pas, c'est bon, ça va cartonner, on va le distribuer. » Bah ouais, et je suis sûr qu'il y aura un public pour ça. Et au final, tu vois que le film est un four. Je veux dire, à quoi les mecs pensaient? Évidemment, un film comme Ala 2, qui produit ça? Je me suis même pas renseigné sur la fiche technique, je ne sais même pas qui produit ça. Je ne sais même pas qui réfléchit. Le mec a le scénario devant lui, il a l'équipe technique, les acteurs, etc. Tu fais un constat, mec, va sur internet, regarde un peu ce qu'on dit du premier. Ne faites pas ça, ne gaspillez pas du fric pour ça. Je ne comprends pas, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres cette année. Globalement, je ne comprends pas ce qu'ont la plupart des producteurs en tête. Autant pour Disney, je peux comprendre. Ce qui est Marvel, etc., ça cartonne. Bon, ça continue à faire des entrées, il y a un public pour ça. Moi, je ne suis pas le premier fan. Mais bon, les mecs sont pas suicidaires, ils voient que ça cartonne, ils voient qu'il y a encore des gens qui se déplacent. Bon, bah je comprends qu'ils continuent, hein, c'est logique. Après, la qualité intrinsèque des films, c'est autre chose. Mais d'une manière générale, je sais pas, il y a des mecs qui sont complètement dingues, qui ont trop de pognon, je sais pas, ils ont peut-être trop de pognon, ils ont envie de jeter de l'argent par la fenêtre, ça les éclate de sortir des films. Puis c'est aussi, vous savez, pour moi le cinéma, vraiment ça c'est le plus important. En fait, le cinéma, quand on sort un film au cinéma, parce que tout le monde dit moi aussi j'ai une idée de sujet, moi aussi je veux sortir mon film. Le cinéma c'est de l'art avant tout, mais c'est surtout de l'émotion. Et là, vous voyez, c'est pas, je ne peux pas seulement parler de cinéma, mais globalement en fait, YouTube, la télévision, la musique, tous les gens qui veulent sortir quelque chose et qui s'assurent que la communication soit réussie. Vous voyez, par exemple sur YouTube, l'élément principal, le plus important, hélas, pour vous faire cliquer, pour faire des vues, au-delà des abonnés qui sont déjà présents et du bouche à oreille, hein, mais le plus important finalement, c'est le titre putaclic et la miniature. C'est ça qui rameute le plus de monde. Et vous savez que les gens qui surabusent de cette méthode de merde, qui appelle aux bas instincts des spectateurs, tôt ou tard ça vous retombera sur la gueule, tôt ou tard les gens n'oublieront pas. Et c'est pareil pour les films qui brassent, vous savez, les sujets sociaux dans l'air du temps, des films communautaires, les films qui caressent dans le sens du poil des féministes, etc., etc. En fait, tout ce qui est facile. C'est pareil pour les émissions de télé-réalité, les ch'tis mes couilles contre machin couille, je sais pas quoi, avec tout le monde qui est à moitié à poil. Salut, moi c'est Jean-Patrick,
Il y a Jennifer, elle me plaît beaucoup. Ah oui, ah putain, je le trouve trop beau, il a des trop beaux pectoraux, énormes. Moi je kiffe, c'est tout à fait mon genre de mec, mais il se la pète un peu. Ouais, enfin vous voyez ce genre d'émission. Mais et tout ça, voilà, cinéma, bon, musique, hein, le rap de merde, tout ça. Comprenez toute la merde ambiante, la médiocrité ambiante, tous ces sujets faciles où on sait qu'il y a un public de merde pour regarder. Je vais m'adresser avant tout là aux producteurs de cinéma, mais aussi à tout le monde en fait, tous les gens qui utilisent de ces pratiques de merde. Ça vous retombera tôt ou tard sur la gueule, parce qu'il y a un truc qui est essentiel, et là, je vais revenir au cinéma. Le plus important dans un film, au-delà des côtés techniques, de l'écriture, etc., c'est qu'à un moment donné, il y a de l'émotion, il y a quelque chose qui vous touche, qui arrive là, ça vous touche au cœur. La La Land l'année dernière, c'est un film que j'oublierai pas. C'est un film qui est génial, vous savez pourquoi? Parce que ça touche le cœur. Parce que ça te fait ressentir une émotion. C'est un truc, peu importe le nombre de vues, peu importe le succès d'une œuvre, si à un moment donné, t'as regardé quelque chose où là, t'es touché en plein cœur, tu l'oublieras pas. Ça va rester en toi, et c'est quelque chose qui va t'habiter pendant des années, voire toute ta vie. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une sincérité, il y a eu un message qui est passé, il y a eu une émotion pure, quelque chose d'immatériel, mais de réellement sincère. Et au final, c'est ça qui finit par payer avec le temps. C'est ça que vous comprenez pas, les producteurs de cinéma. C'est pour ça que petit à petit, même s'il y a encore des films qui cartonnent, petit à petit, vos films vont se vautrer, parce que vous continuez à brasser toute une populace de merde qui regarde de la chiasse, mais vous ne touchez pas le cœur des gens qui ont vraiment du goût, qui au final sont les gens qui restent, qui continuent à aller au cinéma, qui continuent à consommer des produits. Il faut toucher le cœur des gens. C'est ça le plus important, c'est ça qui est fondamental. Bref, introduction un peu longue, mais tout ça pour vous dire que moi je suis atterré par le manque de qualité présent à l'écran cette année. Et au-delà de ça, des gens qui n'ont rien à dire aussi en termes de scénario. Vous savez, tellement de gens écrivent des scénarios tous les jours, les proposent à des producteurs. Mais c'est la plupart du temps des formules qu'on a vues, revues, revues, on n'en peut plus. On arrive à un point, c'est de l'écœurement à ce niveau. Et vous savez, bon, le cinéma, ça fait longtemps que c'est devenu une industrie, très longtemps. C'est pas nouveau, ça a toujours de toute façon des sa création. Et t'es là pour amener un peu de pognon. Hein. Et après beaucoup plus de pognon, et encore plus de pognon maintenant. Mais faut pas oublier des gens comme Méliès, comme Charlie Chaplin, comme Orson Welles, comme Hitchcock, comme Spielberg, comme Kubrick, qui n'étaient pas là réellement pour le pognon. Leur présence première, la raison pour laquelle ils se sont lancés dans le cinéma, c'est pour faire de la magie, c'est pour transmettre des émotions, pour transmettre de la sincérité, pour éblouir le spectateur, pour le faire voyager, pour le faire rêver. Pour le faire rêver. Comprenez? Et je ne m'explique pas qu'il y a autant de gens qui écrivent des scénarios, qui les envoient, et qu'après t'as des producteurs qui les disent, et qui disent ok c'est bon ça passe, bon c'est un truc qu'on a vu mais 1 milliard de fois, qui utilisent encore une fois les mêmes ficelles. Et après, mais dans tout le procédé créatif, il n'y a pas un moment où tu as une idée innovante, intéressante. Et on continue à avoir des films, de plus en plus de films qui débarquent toutes les semaines. On a 15 films, 20 films qui sortent par semaine. Mais t'es étouffé par la masse de films qui sortent. Mais c'est merde sur merde sur merde sur merde. Et à la fin, mais t'en peux plus. Moi, vous voyez, je pourrais pas faire critique de cinéma, je pourrais pas passer chaque semaine à aller voir tous les films, parce que moi, franchement, je pèterais un plomb. Mais il faudrait m'interner en hôpital psychiatrique. Quand tu vois le nombre de merde qui sort chaque semaine, non, t'as de quoi devenir taré, t'as de quoi te tirer une balle, c'est pas possible. Donc je suis attristé de voir qu'en fait le cinéma, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais là vraiment c'est de moins en moins destiné à des gens qui ont des idées, qui ont du talent, qui veulent faire rêver les gens, mais avant tout à des gens qui prennent ça comme un business. C'est un business, c'est qu'en fait c'est comme YouTube. C'est pareil d'ailleurs pour les critiques YouTube, pour le nombre de gens tu sais, qui se sont dit là, ces dernières années, moi aussi je veux faire critique YouTube parce qu'il y a Durandal, moi aussi je m'y connais un peu, j'ai vu 5-6 films, moi aussi je vais dire quelque chose. La vérité, vous n'y connaissez rien, vous n'avez aucun bagage, rien à dire, aucun charisme. Je veux pas être méchant, mais sans déconner, il y a tellement de gens qui se lancent dans différents entre guillemets business. En fait, eux ils voient ça comme du business, que ce soit les critiques YouTube, la musique, le cinéma, le jeu vidéo, et au final on est envahi de torrents de merde dans la gueule, et à la fin, bah, en tant que consommateur, t'es tellement envahi de merde que tu sais même plus quoi choisir. Tellement il y a de la merde, putain, c'est super compliqué de trouver la pépite, vous voyez. Parce qu'on est tellement enseveli par une masse de merde, mais colossale, et qu'à la fin, pour trouver la petite pépite d'or, oh putain, c'est chaud. Bref, écoutez, je vais partir maintenant dans mon top flop, on va commencer.
par les flops 2018. Oh putain, Dieu sait qu'il y en a un paquet, ça va être compliqué, tenez-vous bien. On va commencer avec le 12e film en flop 2018, sachez qu'il y en avait 14 à la base. Alors, en 12, j'ai mis Au poste de Quentin Dupieux. Je l'ai mis en 12 parce que c'est pas une immense bouse. Ce n'est pas un film que je peux considérer comme une immense daube. Ce n'est pas une merde. Mais c'est un foutage de gueule. C'est-à-dire que pour moi, c'est typiquement un film qui devrait sortir directement sur YouTube, mais qui n'a pas sa place au cinéma. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand je paye ma place 12 balles, vous savez que c'est de plus en plus cher, et moi je paye plein pot, plein de tarifs, j'ai pas de réduction, je paye 12 balles. Alors le cinéma, c'est encore un plaisir pour moi. Mais au-delà du film, c'est une sortie. Que vous y alliez seul, ou avec votre amoureuse, ou avec des potes, ça reste une sortie. J'aime aller au cinéma, j'aime aller dans cette salle, que les lumières s'éteignent, voir les bandes annonces, et ensuite le film, ça reste un plaisir pour moi, vous voyez. Mais faut pas se foutre de ma gueule. Quand on met 12 balles dans un film, le projet de Quentin Dupieux, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Je vais vous dire franchement, Quentin Dupieux, j'ai découvert cette année avec Réalité qu'on m'avait conseillé. Donc là j'ai vu Au poste, je me suis dit bon, le mec, c'est rigolo, il a des idées, et j'ai eu vraiment la sensation, en regardant Réalité Au poste, de voir La Nouvelle Ère, donc ma mini-série, que j'ai fait l'année dernière, enfin c'était fin 2017, je connaissais pas du tout Quentin Dupieux, je vois ces deux films, et là du coup Au poste, je l'ai vu au cinéma, j'ai payé 12 balles, et j'ai eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule, c'est-à-dire que moi quand j'ai fait La Nouvelle Ère pour YouTube, je me suis amusé, on s'est éclaté, on a fait ça avec zéro, aucun budget, rien. Et là je me dis putain le mec il a du budget, alors je sais pas combien il a pas non plus 50 millions d'euros, mais il a un petit budget, il a des acteurs, il a Benoît Poelvoorde que j'adore, et t'as que ça à proposer mec, c'est tout, c'est tout. C'est aberrant, enfin franchement, moi on me dit ton film là tu vas le sortir, tu vas pouvoir le distribuer au cinéma, des spectateurs vont payer 12 balles pour voir ton film, mais croyez-moi que La Nouvelle Ère, mais jamais je sortirai ça au cinéma, je me casserai le cul, je me réinventerai, le budget on le verra à l'écran. Là écoutez, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu parce qu'après c'est rigolo, c'est un film que je vous conseille à la limite à mater en streaming parce qu'il y a des petites idées sympas, mais en fait c'est La Nouvelle Ère en 1h30, vous voyez. C'est pas exactement pareil, mais il y a des ressemblances, alors, je dis pas qu'il m'a pompé, j'ai trouvé des ressemblances par rapport à ce que j'ai fait. Mais bon voilà, à la fin tu te dis bon, on m'a pris pour un con, c'était rigolo, on s'est marré, mais 12 balles, ça fait mal au cul. En 11, Sparring de Samuel Jouy avec Mathieu Kassovitz. Bon là non plus, c'est pas une immense bouse, ce n'est pas la pire merde que j'ai vue cette année, mais c'est extrêmement décevant. C'est-à-dire que c'est un film sur la boxe, ça narre l'histoire d'un boxeur qui est médiocre, qui est loser, ça part un petit peu d'un concept à la Rocky, sauf que le mec, tout au long du film, ça reste un loser, donc c'est un loser campé par Mathieu Kassovitz. Et j'ai bien aimé ce postulat, j'ai bien aimé le fait qu'on voit un peu sa vie de famille, qui s'entraîne avec un vrai boxeur, un pro, et il y a des plans sympas, il y a des petites idées de mise en scène, il y a une ambiance, mais ça va pas assez loin. Je veux dire franchement, Kassovitz, quand tu vois ses sorties, quand tu vois que le mec, il fait le même constat que moi sur le cinéma français, j'aurais osé espérer, en donnant ma confiance à ce mec-là, parce que c'est grâce à lui, hein, je me suis dit bon, il est dans ce film, il doit y avoir une certaine qualité derrière. Je me dis bon, le mec a pas accepté ce rôle pour rien, et franchement, encore une fois, j'ai payé 12 balles, et c'est pas un film de cinéma, c'est un téléfilm, c'est un film qui aurait tout à fait sa place en deuxième partie de soirée sur France 2 ou France 3, mais en aucun cas tu passes ça au cinéma. Il n'y a pas le niveau en réalisation, il y a quelques beaux plans, mais il n'y a pas le niveau. Découpage, cadre, montage, l'OST qui aura des pâquerettes, la finalité nulle. Enfin, franchement, t'arrives à la fin du film, tu te dis c'est ça la conclusion, c'est tout. Et j'ai attendu 1h30 pour ça. Non, quoi. En 11, Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise et Henry Cavill. Alors, j'ai juste un truc à dire sur ce film. Préférez le making-of qui est disponible sur YouTube, qui est 10 fois plus intéressant parce qu'on voit Tom Cruise qui fait réellement ses cascades. Du coup, tellement ça m'a impressionné que j'ai maté aussi le making-of du précédent Mission Impossible. Bon, écoutez, ce film n'a aucun intérêt. Un scénario, réalisation, découpage, musique, tout est foireux, tout est cousu de fil blanc. C'est des trucs que t'as vu, revu, enfin c'est la même formule ad vitam aeternam, aucun intérêt. Mais, rien que pour les cascades de Tom Cruise, ça vaut le coup. Il y a du spectacle, j'ai été impressionné, mais finalement, t'as le making-of qui est dispo sur YouTube et qui est 10 fois plus impressionnant que le film. C'est ça qui est complètement dingue. Quand le making-of est plus impressionnant que le film, c'est que le film est vraiment raté. En 9, Black Landsman de Spike Lee
avec John David Washington et Adam Driver. Je remercie Olivier qui m'a gentiment projeté ce film pour moi tout seul au Lido. Donc j'ai vu le film dans des conditions exceptionnelles, j'étais tout seul, peinard. J'avais toute la salle pour moi, mais tellement j'avais la salle pour moi que je me suis endormi devant la médiocrité de ce film. Tout est foireux. L'écriture, la réalisation, le découpage, ce que ça raconte, l'OST. Je me suis profondément emmerdé au point de m'endormir et du coup après j'ai dû remater le film, j'ai revu récemment la scène que j'avais loupée, j'ai rien appris de plus, aucun intérêt. Venant de Spike Lee, c'est extrêmement décevant. La 25e heure, She Hate Me, voilà des films qui m'avaient plu, pour moi c'est un très bon réa. Là je sais pas ce qui s'est passé avec ce mec, en plus c'est vraiment la Black Pride, vous savez. Oui, je suis noir et je suis fier de l'être. Ah c'est bon les gars, suivant. En 8, The Star is Born de Bradley Cooper, avec Bradley Cooper et Lady Gaga. J'y ai presque cru. Vous savez, parfois vous voyez les affiches de promo, et l'année dernière, La La Land était marqué monumental, magistral, énorme, mais tellement que je me suis dit putain ça doit vraiment être de la bouse. Et au final j'ai vu le film et je me suis dit putain, magnifique. Et là, cette année du coup, quand j'ai vu A Star is Born, énorme, un classique, oulalalala, génial, jamais vu. Bradley Cooper au sommet de sa forme, c'est un meilleur chanteur qu'un acteur. Et Lady Gaga tel que vous ne l'avez jamais vu, sans maquillage, oulalalala. Bah du coup je me suis dit putain, je vais peut-être me laisser tenter cette fois, je vais pas être con, je vais y aller day one. Oh là là, un ennui intergalactique ce Star is Born, nul à chier. Que des clichés, des trucs que t'as vu 1 milliard de fois. Bradley Cooper, que j'adore au demeurant. Je vous conseille notamment un film que j'avais adoré avec Ryan Gosling, Bradley Cooper et Dane DeHaan, qui s'appelait The Place Beyond the Pines. Excellent, magnifique. C'est un acteur que j'adore. En général, dès qu'il y a un film avec Bradley Cooper, même des films un peu moins bien, genre il y avait un film avec un cuisinier que j'étais allé voir, que j'ai plutôt bien aimé. Mais là, il se la pète tellement, il se la joue tellement dans ce film. Puis alors à la fin, le final tragique, genre attends, je me suis suicidé, j'ai préféré te laisser ton espace, tu comprends, parce qu'avec moi, t'aurais trop souffert, tu peux pas comprendre. Non mais sérieux quoi les gars, non, je peux pas, moi je vais pas au cinéma pour voir ça, je vais pas au cinéma pour déprimer, pour avoir un truc ringard qu'on a vu 1 milliard de fois, et qui est juste une morale de merde, et attention parce que j'ai l'impression que la police qui est passée, je sais pas si vous avez entendu. Bref, on passe à la suite. En 7, Jurassic World Fallen Kingdom de Jay Bayona. Alors ça vaut quoi? Bah de la merde, avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Nul, minable, tellement minable que ça en devient drôle. Trailer complètement mensonger où on voyait le T-Rex face à un lion. Je m'attendais à un truc de ouf. Alors du coup moi j'attends la suite parce que ça n'arrive pas dans le film. Moi j'attends la suite avec les dinosaures contre les animaux réels qui existent maintenant, hein, c'est-à-dire des zèbres, des dauphins, des requins, c'est-à-dire voir les dinosaures en liberté. C'est ça qui m'aurait plu. Mais là en fait on te fait un film de transition comme l'était La Planète des Singes 2 dans la trilogie du reboot. C'est un film de transition, il se passe rien. Ça n'avance pas, c'est complètement mongolito, c'est ringard, tous les personnages sont plus cons et débiles les uns que les autres. Le seul truc que je reconnais, c'est que la réalisation est plutôt de qualité. Il y a des bons plans, il y a des bonnes séquences bien réalisées. Rien que pour ça, bon, bah, je l'ai pas mis en top 1, mais il mériterait presque. Bref, matez-le pour vous amuser, mais vraiment, en réalité, c'est de la chiasse. En 6, Le Monde est à toi, de Romain Gavras, avec Karim Leclou, si, il s'appelle vraiment comme ça, Vincent Cassel et Isabelle Adjani. Écoutez, je suis allé voir ce film parce qu'Olivier me l'a conseillé. Donc c'est lui qu'il faut que je me plaigne désormais. Olivier, tu m'as conseillé vraiment de la merde. Alors je sais que c'était pour défendre le cinéma français. Soyons sérieux, c'est une immense merde. Alors, ce qui est le plus terrible dans ce film, le problème de ton. Moi j'ai pas su si on me proposait un film comique ou un film sérieux. Le film ne s'est pas balancé entre la tonalité comique et le côté sérieux. Le plus gros problème, au-delà de ça, c'est le choix de casting de Karim Leclou. Ce mec sorti de nulle part, je ne sais pas qui c'est. Mais sans déconner, si lui peut faire du cinéma, n'importe qui peut en faire. C'est-à-dire qu'il n'a aucun charisme, il dégage rien. Je ne sais pas par quel piston il s'est retrouvé là en premier rôle. Pas être méchant, mais il est nul. Mauvais, inhabité, vide, transparent. À côté de Vincent Cassel qui lui est bon dans le film, ça fait mal. Même Adjani est bien dans le film, vous voyez. Donc je suis pas complètement négatif, mais lui, l'acteur principal, nul, zéro. L'histoire que ça raconte est débile, la finalité... Le mec il voulait être patron de Mr Freeze au Maroc ou je sais plus où.
Le scénario m'est globalement sorti de la tête tellement c'était pourri. Je vois qu'il y avait quelques intentions de réalisation au niveau des cadres et de la lumière, mais en réalité c'est moche. T'as un mec qui joue à un moment donné un dealer, on comprend même pas ce qu'il dit, on ne comprend pas, il ne sait pas articuler. Les choix musicaux sont catastrophiques à la fin, franchement, quand ils mettent Daniel Balavoine, j'adore Balavoine, mais quand on te fait le plan là, vous savez, en drone, je sais pas comment ils ont filmé avec une grue, avec le mec dans sa piscine et Daniel Balavoine, franchement j'avais honte, mais je me sentais pendant plusieurs moments du film, parfois vous êtes au cinéma, mais vous savez, vous avez honte, vous vous dites putain mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais avec tous ces gens là qui sont venus voir le film. J'ai été pris d'une honte profonde. J'étais très mal à l'aise devant ce film. Voilà, c'est extrêmement mauvais, c'est raté. Et comme pour plein de films français, c'est un film qui a éventuellement sa place en deuxième ou troisième partie de soirée sur France 3, ou là plutôt en l'occurrence sur une chaîne qui n'existe pas encore. En 5, attendez, faut que je reprenne ma dose parce que là, je suis stressé, je suis pas bien. Ça va mieux. Ah, là, on se détend messieurs. Black Panther de Ryan Coogler, minable. Zéro, de la chiasse. Black Panther, un succès. La plupart des gens aimaient. Bon écoutez, moi franchement, mon ressenti, mon analyse, c'est que c'est un film qui est avant tout un film communautaire. Voilà. La réalité, dans la salle où j'étais, 3/4 du public était black. Comme pour Creed 2 là récemment. C'est pas un problème, mais franchement, la vérité, la réalité, c'est que c'est ce public-là qui va hyper, qui va over-hyper ce film sur les réseaux sociaux. Ou après aussi quelques gens qui tombent dans la hype train, vous savez, qui se disent oh putain tout le monde a adoré donc moi aussi j'adore. Mais soyons honnêtes, Black Panther c'est la même merde que Doctor Strange, que Iron Man 3, que tous les films Marvel qui ont précédé Homecoming et j'en passe. Le Marvel Universe c'est grosso modo de la chasse absolue. Alors je parle pas d'Avengers 3 parce que j'ai vu quelques trucs sympathiques sur ce Avengers, je l'ai pas vu en entier. J'ai vu qu'il y avait un peu plus de budget, qu'il y avait un peu plus d'ambition, il y a Thanos qui a la classe. Mais vraiment Black Panther c'est la même merde que Doctor Strange. La seule différence c'est que là t'as un héros black et du coup ça a plu un public black, c'est tout, c'est la réalité, c'est la vérité messieurs, c'est la vérité, franchement, la vérité ou pas? Bon, de la merde, de la chiasse, réalisation, découpage, le Wakanda, les connotations racistes, tout est foireux, le héros qui n'a aucune personnalité, aucun charisme, le bad guy est vachement plus intéressant, j'aurais préféré qu'il gagne à la fin, la scène de fight, à la fin la conclusion minable, zéro, la musique, mais tout est foireux dans cette merde. Putain, Marvel. Putain, tellement je suis énervé. Ça va mieux. En 4, Halloween de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis. J'aurais pu le mettre en 1, c'est une des pires bousses de l'année, c'est catastrophique. Je ne peux pas croire que John Carpenter ait donné son aval à ce film. J'ai vraiment du mal à le croire, à mon avis il n'a quasiment rien fait. Le mec, on lui a dit « John, c'est bon pour toi si on fait la suite d'Halloween ?» Bon, à mon avis, le seul truc qu'il a fait, c'est éventuellement retoucher, il a ressorti un synthé de son placard, il a fait 2-3 notes, il a envoyé le truc et terminé. Je pense que son investissement s'arrêtait là sur cette bouse. C'est catastrophique, pour moi c'est un des pires films Halloween. Même franchement, le premier Halloween de Rob Zombie explose ce nouvel Halloween. Je parle même pas d'Halloween 2 de Rob Zombie que je trouve à titre personnel génial. Ça n'arrive même pas à la cheville d'Halloween 6. En fait, le problème principal de ce nouvel Halloween, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le personnage de Michael Myers. C'est-à-dire que déjà, montrer sa gueule, ne serait-ce que de dos, quand tu vois une espèce de vieillard qui se tient comme une mire, qui est tout squelettique, c'est pas Michael Myers, faut l'iconiser Michael Myers. Et Michael Myers, c'est pas un personnage qui est ton pote, où tu fais des plans, où tu le suis de dos. Il y a un plan séquence où la caméra suit Michael Myers pendant genre 5 minutes. C'est pas ça du tout qu'il faut faire avec Michael Myers. C'est un personnage qui se devine, qui se cache dans les cadres, qui te surprend. Il y a des moments où le film le comprend, où t'as un gosse qui ouvre le placard et là il y a Michael Myers, d'accord, mais il faut pas le suivre comme si c'était ton pote. Et alors franchement, le rôle du psychiatre, là, le nouveau psychiatre qui est, alors on nous surligne, c'est le nouveau Loomis. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage de bouse? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le mec à un moment c'est son trip, moi je suis fasciné par Michael Myers, je veux comprendre comment il tue les gens. Alors du coup il met son masque, il bute quelqu'un, c'est censé être un psychiatre, un mec je sais pas qui a au moins 5 neurones, je sais pas, non il est complètement con, il est débile, tous les persos de ce film sont complètement à la ramasse, complètement cons. Et Jamie Lee Curtis, putain qu'est-ce qu'elle s'en est pris dans la gueule, j'aurais préféré rester sur mes souvenirs de True Lies et Un fauteuil pour deux. En 3, Creed 2 de Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan, Stallone, Dolph Lundgren, etc. etc. Bref, vous connaissez mon avis, j'ai fait quand même 1 heure de critique dessus, pour votre plaisir, et même c'est vrai que vous m'avez laissé une petite somme avec des dons, ce n'est pas assez pour le travail que je vous offre chaque mois, donc je vous invite à lire cette critique, et surtout à l'écouter, parce que c'est quand même de la cam. Bon écoutez, sérieusement, de la merde, de la boue, j'ai pas envie de développer encore plus, ça a totalement sa place dans le top 3. C'est sorti l'année dernière aux States, hein, pour nous c'est début 2019, mais bon. Voilà, c'est un film de 2018, même si je viens de le voir. C'est une catastrophe intégrale, pour moi c'est le pire horrifique de la série et j'ai fait une critique, donc si ça vous intéresse, elle est dispo sur la chaîne. En 2, First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Écoutez, ça c'est vraiment ma déception de l'année. La La Land pour moi était le meilleur film de l'année dernière de loin, génial, je le considère vraiment comme un chef-d'œuvre. Un excellent film, mais là, First Man, terrible. Il se passe absolument rien dans ce putain de film. Le génial Damien Chazelle, je ne peux pas croire qu'il n'a pas bâclé ce film. Pour moi, c'est du travail vite fait, mal fait. Il n'y a aucun découpage, aucune proposition de réalisation. C'est du caméra à l'épaule pendant tout le métrage. Vous voyez, par exemple, si les scènes sur Terre avaient été filmées avec un pied de caméra, et les scènes dans la fusée, dans l'espace, caméra à l'épaule, j'aurais compris l'intention. En l'état, c'est laid, ça bouge tout le temps, des fois franchement ça m'a donné le tournis, c'est une horreur, et Justin Hurwitz, qu'est-ce qu'il nous a foutu à la BO? Le génie qui a fait la BO de Whiplash et La La Land, comment il a pu aboutir sur ces bouses? Ryan Gosling ne ressemble pas du tout à Neil Armstrong, matez-le en interview. Neil Armstrong c'est quelqu'un qui a le sourire tout le temps, qui parle avec le sourire. Ryan Gosling, là c'est un croque-mort, il n'a rien compris au personnage, on se demande si on l'a briefé... si on l'a averti qu'il joue Neil Armstrong, le mec il joue un mort-vivant. Donc de la chiasse, et certainement un des pires films de l'année, en tout cas pour moi, une des plus grosses déceptions de ma vie de cinéphile. En 1, tenez-vous bien, je sais que ça va faire mal à beaucoup, Ready Player One de Steven Spielberg. Pour moi c'est vraiment le flop de l'année, une énorme déception, un film complètement foireux, et je l'ai expliqué assez brièvement. Si vous êtes un petit peu aventurier, il y a peut-être une surprise à la fin de cette vidéo pour vous, pour que je développe un peu, parce que là vous dites peut-être putain il se fout un peu de notre gueule DG, c'est trop bref, on comprend pas, à mon avis il a pas vu ces films. Si j'ai une surprise, vous verrez. Je vais développer mon avis, mais Ready Player One, pour moi le plus gros problème du film, c'est le manque de sincérité. C'est que pour moi Spielberg c'est avant tout un grand réalisateur, c'est un mec qui a beaucoup d'idées de mise en scène, il a des vraies propositions de cinéma en règle générale. Vous regardez franchement Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, Jurassic Park, même Hook qui est décrié, qui est absolument génial, Intelligence artificielle, ce mec est un visionnaire, ce mec c'est un génie du cinéma pour moi. Là il aborde le jeu vidéo, la réalité virtuelle, pour moi ça manque de sincérité, on voit qu'il ne s'y connaît pas, que ce n'est pas un connaisseur. J'ai eu l'impression vraiment, j'ai eu le sentiment qu'on se foutait de ma gueule pendant l'intégralité du film. Je ne sais même pas d'ailleurs vraiment ce que Spielberg a fait sur ce film, parce que je ne ressens pas du tout sa patte. Je ne ressens pas du tout sa réalisation. Normalement c'est un mec qui il sait attirer ton regard, il met les trucs intéressants en premier plan et les trucs secondaires en background, mais là il y a un déluge d'informations, de caméos en tout genre dont on se fout complètement, hein, à part si ça fait bander quelques geeks de lister tous les caméos du film, mais globalement le film n'a aucun intérêt, c'est un déluge de gros n'importe quoi, de dégueulasserie visuelle, où t'as des caméos, des secrets en veux-tu en voilà, mais qui n'apportent rien au final. Le scénario, aucun intérêt. Je pense que 3/4 du film n'a pas été vraiment réalisé par Spielberg. C'est avant tout les petits génies sur les ordinateurs, vous savez, qui font les effets spéciaux, qui ont fait l'essentiel du film. Et à la fin, la morale, la carotte, le truc qui pouvait nous faire attendre quelque chose, les easter eggs, quand à la fin t'as le personnage principal qui rencontre le créateur de cette œuvre. On aurait pu s'attendre à un truc de fou, à une révélation, à un truc qui aurait été digne de Westworld, quand Ed Harris rencontre Anthony Hopkins, mais là il n'en est rien, il se passe rien, il n'y a aucune idée scénaristique, que dalle. Putain, ça fait beaucoup, c'était un supplice, et j'ai vraiment eu la sensation qu'on se foutait de ma gueule. Pour moi c'est pas du Spielberg, c'est un film pour les bouffons, voilà, pour les gens qui sont complètement décérébrés, qui veulent juste voir des références geeks sans vraiment comprendre ce que c'est qu'un bon film. Et au-delà de ça, encore pire, il n'y a pas de bons acteurs dans ce film, il n'y a pas d'acteurs qui ont la classe, vous voyez, qui impriment la rétine, qui en imposent, qui ont une voix, qui ont une présence, qui ont une gueule. Où sont Al Pacino, Marlon Brando, Alain Delon, où sont tous ces mecs-là?
Je veux des acteurs! Les petits amis, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas vrai du tout ce qu'il est en train de dire le mec, franchement l'année cinéma, j'ai kiffé, c'est génial, franchement Ready Player One je le mets en top 1, c'est du génie, c'est Spielberg, c'est E.T., c'est les Dents de la Mer, c'est Jurassic Park, rappelez-vous les dinosaures, le T-Rex, moi j'ai vraiment kiffé, c'était un très très bon jeu, et n'oubliez surtout pas les amis, franchement, je vous le dis rapidement avec la sincérité, allez chez Micromania, on voit pas le film mais c'est pas grave, allez chez Micromania d'urgence, je vous promets les petits amis, ça va être génial. Alors attention messieurs, là on entre dans le top. Encore une fois, je veux vraiment souligner que ce ne sont pas pour moi des chefs-d'œuvre, hein, que là vraiment ce que je vais vous annoncer c'est pas du très haut niveau, à part peut-être les deux premiers. Mais bon, en 8 on va commencer avec Mamma Mia, Here We Go Again de Harry Parker. J'ai bien aimé parce que j'avais adoré le premier étant fan d'ABBA, la même chose, j'ai aimé, mais avant tout pourquoi? Parce que il y a une bonne vibe, il y a une bonne ambiance, il y a les musiques d'ABBA. Moi, voir Pierce Brosnan, Meryl Streep et compagnie chanter sur du ABBA, je kiffe parce que je suis un fan d'ABBA, c'est ça la vérité. Mais en termes cinématographiques, l'intrigue, ce que ça raconte, les dialogues, c'est de la merde. Je sais que c'est de la merde, mais là c'est vraiment mon côté, vous savez, mon petit cœur de crème au fond, je suis un vrai gentil moi, et j'adore ABBA, voilà, donc j'ai mis ce film en top 8, mais je ne sais même pas vraiment pourquoi. Et je remercie Olivier, parce que j'ai vécu une superbe séance en plein air, avec beaucoup de retraités qui étaient en train de regarder ce film avec moi, et très content. En 7, Deadpool 2 de David Leitch, avec Ryan Reynolds et Josh Brolin. Alors écoutez, Deadpool 2, moins bien que le premier, mais ça reste fidèle à ce qu'a entrepris Ryan Reynolds avec ses 3 lectures de Deadpool au cinéma. Franchement j'aime bien, ça se prend pas la tête, il y a 2-3 scènes qui m'ont vraiment bien fait marrer. Il y a beaucoup de blagues méta mais qui s'arrêtent pas juste à être des blagues méta, c'est réellement drôle. Franchement les blagues sur Hugh Jackman avec Wolverine, c'est très con mais moi ça me fait marrer. Il y a une bonne ambiance, vous voyez, je me suis marré, j'aime bien la proposition visuelle, ça pète pas plus haut que son cul, en fait c'est ça le truc, c'est pour ça que des fois je pardonne à certains films. Vous voyez Le Monde est à toi, ce film français de merde, ça a des prétentions énormes, franchement ça se la pète de ouf. Mais là Deadpool 2 comme le premier, ça pète pas plus haut que son cul, vous voyez, franchement, bon là, t'as du spectacle, tu payes 12 €, t'es content, il y a quand même du spectacle, c'est bien écrit, c'est bien monté, c'est bien réalisé, c'est pas du génie. Mais au final, c'est tellement sans prétention. Putain, tu passes un moment et tu la fermes et tu kiffes. En 6, Astérix et le secret de la potion magique de Alexandre Astier et Louis Clichy. Alors là encore, je peux pas dire que c'est un immense chef-d'œuvre, mais j'ai bien aimé. Voilà, moi ce qui me surprend le plus, en fait, je me rends compte, ça c'est terrible, j'ai oublié de le dire en intro, mais finalement, là où tu peux pas tricher, là où t'as toujours des mecs qui ont du talent et là où les producteurs ne se permettent pas de faire n'importe quoi, où ils gaspillent pas de l'argent pour rien et embauchent des gens qui s'y connaissent, c'est les films d'animation. En fait, les films d'animation en images de synthèse ou même les dessins animés classiques, c'est peut-être destiné avant tout à des enfants, mais t'es obligé d'avoir un certain talent, t'es obligé d'avoir une technique, t'es obligé vraiment de tout storyboarder. C'est aussi qui manque à plein de films, c'est que les mecs ne storyboardent plus. T'as les mecs en fait, ils arrivent sur le tournage, ils savent même pas où ils vont positionner la caméra, comment ils vont faire toute la scène, comment ils vont découper le truc. Ils n'ont pas d'idée, ils savent pas comment ça marche. Mais là, t'es obligé de le faire dans le cadre de l'animation. Et franchement, dans ce film, dans Astérix et le secret de la potion magique, ça se ressent. On voit que les mecs sont pas des crétins, ce sont des professionnels messieurs. Et le film, et voilà, en plus il est bien écrit, il y a des bonnes blagues qui parlent à la fois aux enfants et aux adultes, il y a un super méchant, j'ai kiffé le méchant, il est bien écrit, ça réinvente pas la poudre, c'est pas du génie absolu, mais franchement j'ai passé 1h30 où je suis un peu retombé en enfance, j'ai oublié mes soucis, et rien que pour ça, chapeau à toute l'équipe qui a bossé sur ce film, à Alexandre Astier et à Louis Clichy. Puis là encore, voilà, c'est un film qui pète pas plus haut que son cul, qui n'a pas des prétentions de dingue, mais qui est bien fait, qui est en plus avant tout destiné aux enfants, évidemment aux fans d'Astérix, et finalement ça m'a vachement parlé, ça parle aux adultes, et il y a beaucoup d'humour, voilà, un bon humour à la française, et putain, c'est une production française, donc je le souligne, chapeau à eux. En 5, un film que vous n'avez peut-être pas vu, Downsizing de Alexander Payne avec Matt Damon et Christoph Waltz. Écoutez, ce film est un petit film sympatoche de SF, c'est pas du génie absolu, mais j'ai bien aimé, voilà, en gros ça parle des problèmes qu'on commence à voir maintenant, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, là on est plus de 7 milliards, et ce film imagine une société où tellement on est nombreux qu'on peut rétrécir les gens, donc les faire rétrécir à genre 15 cm, et Matt Damon est volontaire pour se faire rétrécir et aller du coup dans un petit espace pour éviter que les humains ne prennent de plus en plus d'espace et que la planète soit complètement ravagée. Et
J'ai bien aimé, c'est sympa, c'est assez inventif, il y a des bonnes idées visuelles. Ça va pas assez loin, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit twist en plus à la fin, que ça soit encore plus ouf visuellement. Mais franchement, j'ai passé un bon moment, il y a quand même globalement une bonne réa, un bon découpage, un bon montage. Et de bons sentiments humains, et des fois, franchement, ça fait plaisir. En 4 des tops, messieurs, The Disaster Artist de James Franco, avec James Franco et Dave Franco. Une excellente surprise, vous savez que j'adore Tommy Wiseau. Là, écoutez, il faut que je remercie quelqu'un, et oui, il faut que je remercie Dorian de Nesblog, qui m'a fait découvrir The Room il y a quelques années, qui est resté, je crois, un de mes films de chevet. C'est un film que je m'attassais régulièrement, je l'avoue, j'avoue tout. J'adore Tommy Wiseau, il me fait bien marrer. Alors, j'ai pas lu le bouquin de Greg Sestero, et du coup, je suis allé voir le film sans m'attendre à quoi que ce soit, et je pensais pas que James Franco ferait un tel boulot. C'est-à-dire que vraiment, quand tu connais bien The Room, et quand tu recompares après The Room avec ce film, mais il a vraiment imité au poil de cul. Il est réglé comme une horloge, et il m'a fait vraiment mourir de rire. C'est là encore plein de bons sentiments, une bonne réa de James Franco. J'ai trouvé que c'était sans prétention, voilà, contrairement à ce que j'ai pu lire, j'ai trouvé que c'était un film sans prétention, et qui est au final non seulement drôle, mais en plus c'est un vrai film de potes, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégageait de ce métrage. Donc il fait partie des tops, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est plutôt pas mal. En 3, messieurs, Ghostland de Pascal Laugier avec Mylène Farmer. Alors là, messieurs, c'est un film français. Oui, putain, ça fait plaisir, un réalisateur français qui est derrière Ghostland, avec Mylène Farmer qui fait plaisir à l'écran, franchement. Écoutez, là encore, c'est pas un chef-d'œuvre, je vais répéter, mais très bonne surprise. C'est bien réalisé, on voit que le réalisateur, je connais pas. J'ai pas vu ses films précédents, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne connais pas ses influences. Mais moi j'ai senti en tout cas que c'était un amoureux du film de genre et qui a compris et digéré les films qu'il a regardés. Et putain, c'est trop rare au cinéma en France. C'est-à-dire que parfois t'as des réalisateurs qui essaient de se lancer dans le cinéma de genre, mais ils n'ont pas digéré les influences, ou alors ils ont manqué de budget, ou ils ont manqué de vision. Ghostland, il y a tout qui fonctionne. C'est très malaisant, c'est très oppressant, mais dans le bon sens du terme. J'ai ressenti quelque chose, il y a une ambiance, il y a des séquences de ouf. Alors ce qui est terrible, c'est qu'apparemment sur le tournage, c'est une actrice qui s'est carrément fendu la gueule parce qu'à un moment donné, elle se tape le miroir, la tête contre le miroir, et apparemment ça lui a arraché une partie du visage. Mais j'ai envie de dire en tout cas, chapeau à elle parce que sa performance dans le film est incroyable. J'ai ressenti que ce film était habité par une âme, voilà, par un mec qui a une vision, et il y a de très bons cadres, il y a un bon montage. Le découpage, des fois je me suis dit bon c'est un peu aléatoire, mais il y a une vision en fait, il y a une vision d'ensemble, et j'ai ressenti des émotions. Et ça putain, chapeau, c'est français messieurs, donc je le mets en 3. Et oui, je suis chauvin, c'est comme ça. En 2, un de mes coups de cœur du début d'année dernière, La forme de l'eau, The Shape of Water de Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins. Écoutez, pour moi c'est un film qui mérite totalement son Oscar, parce qu'il y a tellement rien eu l'année d'avant, à part La La Land. La La Land méritait encore plus, mais bon. La forme de l'eau, c'est La Belle et la Bête revisitée, bon, et avec plein d'autres influences. Ça ne révolutionne rien, ça ne réinvente rien, mais c'est bien fait, et je crois que c'est vraiment enfin un film de Guillermo del Toro que j'ai kiffé de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a des films qu'il a fait comme Blade 2, j'ai jamais compris pourquoi les gens avaient autant kiffé. Blade 2, je le considère vraiment comme une bouse intergalactique, mais là, Shape of Water, j'ai trouvé que c'était touchant, c'est bien fait. Je comprends pourquoi Jean-Pierre Jeunet a un peu gueulé, parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu son imagerie, son ambiance. Mais écoutez, moi j'ai trouvé ça bien fait, j'ai été pris dedans, j'ai trouvé ça touchant. Voilà, en plus, Sally Hawkins, j'ai trouvé qu'elle avait une gueule, elle imprègne l'écran, elle est touchante, le monstre est magnifique. J'ai kiffé! Énorme! Et le grand gagnant, messieurs, le top 1 cinéma de cette année 2018 pour moi, Spider-Man Into the Spider-Verse, traduit en français par Spider-Man New Generation, j'ai pas compris, de Bob Persichetti et Peter Ramsey. Ouh là là, c'est pas facile de retenir ces noms, mais écoutez, on va les honorer parce que c'est tout simplement pour moi le meilleur film Spider-Man ever. Et je ne déconne pas, je le considère réellement comme supérieur à tous les films Spider-Man sortis à ce jour. C'était pas dur parce que les derniers sont complètement à chier, hein. Homecoming, de la merde en barre, les Amazing, catastrophique. Par contre, j'aime vraiment toute la trilogie de Raimi, même le 3 je le kiffe. Pour moi, Spider-Man 2 c'est un des meilleurs films de super-héros jamais fait. Mais là, ce Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est un film d'animation, ça peut en buter quelques-uns, mais la technique d'animation est assez exceptionnelle. Il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est la fréquence d'image, j'ai trouvé que parfois c'était un peu trop lent.
Il faudrait que je me renseigne sur le procédé qu'ils ont utilisé, ça m'a un peu choqué au début, j'ai mis du temps à m'y habituer. Mais quand tu rentres dedans, le découpage est complètement ouf. Les cadres, toutes les idées visuelles. Je déteste quand on dit en général, vous savez, il y a une idée par plan. Là franchement, il n'y a pas une idée par plan, il y a 50 idées par plan. C'est un truc de ouf, ça ne s'arrête pas. C'est 1h30, voire plus, je sais plus, 1h50 pardon. C'est 1h50 de bonheur intégral. Ça déborde d'amour pour Spider-Man. Alors moi c'est pas mon super-héros préféré, je préfère largement Batman, mais là, franchement, le Peter Parker en mode désabusé, cynique, qui a pris du bide, qui a quitté Mary Jane, qui déteste les gosses, ça m'a parlé, j'ai trouvé ça génial. Et ce que je trouve très très bien foutu en termes d'écriture, c'est que ça peut parler à plein de personnes qui ont des situations complètement différentes. Ça peut parler aux jeunes, ça peut parler aux vieux, ça peut parler des trentenaires, ça parle à tout le monde, mais ça ne parle pas à n'importe qui. Ça parle à des gens qui ont vraiment un amour sincère pour le cinéma avant tout, et un amour pour Spider-Man, un amour pour le genre BD, super-héros, comics, pour les jeux vidéo également, pour le cinéma. Bref, pour les gens qui ont vraiment du goût. Je ne peux que vous recommander ce film qui est hilarant, c'est très très drôle, parfois ça se prend au sérieux et c'est super bien foutu. Seul petit regret, c'est la BO, j'ai trouvé qu'elle ne suivait pas toujours. Ça manque de thèmes emblématiques à la Danny Elfman, voilà, c'est peut-être pour ça que je vous dis que c'est le meilleur film Spider-Man, et Spider-Man 2 de Sam Raimi. Pour l'ambiance qu'il y a avec la BO de Danny Elfman, je ne sais pas, mais on peut le dire en tout cas, c'est le meilleur film Spider-Man avec le Spider-Man 2 de Sam Raimi. Je pense qu'on peut vraiment le dire sans problème. J'ai pas envie de vous spoiler, foncez voir ce film, il est encore au cinéma là tout de suite alors je vous parle, foncez le voir. Je vous promets que vous n'allez pas regretter, il mérite totalement sa place en numéro 1. C'est le film le plus inventif visuellement que j'ai vu cette année, et tout simplement le mieux réalisé. On sent que les mecs derrière ont réfléchi des heures, des heures, des heures, et qu'il y a un boulot de malade mental dans tous les départements, tous les mecs qui ont bossé sur ce film. Grand respect à vous, chapeau. Bref, écoutez, voilà pour mon top flop, vous l'aurez compris, c'est pas fameux cette année 2018, c'est même catastrophique, c'est mon avis, j'attends votre top flop à vous dans les commentaires. Encore une fois, je vous remercie sincèrement de tout le soutien que vous m'apportez, que vous apportez à cette chaîne. C'est assez exceptionnel, je vais continuer à fond, je suis ultra remonté à bloc, et j'espère ne pas avoir été trop antipathique quant à mon avis sur certaines personnes, mais bon, je suis désolé, c'est plus fort que moi, c'est sincère, je vais pas vous mentir. Je trouve qu'il y a tellement de fake dans plein de départements, cinéma, musique, jeux vidéo, YouTube, il y a tellement de gens qui sont pas sincères, qui sont là parce que c'est avant tout pour le business, pour les thunes. Moi ça m'écœure, et moi il y a un truc que je retiens, c'est les gens qui sont sincères, c'est les gens qui parlent réellement aux gens, vous voyez. Quand je sens la sincérité, pas de problème, je retiens. Peu importe les vues, peu importe le succès, peu importe ce qu'on a dit sur le truc. Si je sens la sincérité de la qualité, ça reste en moi. Quand je sens qu'on se fout de ma gueule, c'est proportionnel au foutage de gueule que je viens de ressentir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt messieurs, une très bonne soirée.